Je retiens la phrase de Charles Pépin, cette question qu'est-ce que j'ai appris de mon échec? C'est un petit peu ce qui va nous servir de préambule à la deuxième partie où on va parler de la manière dont on peut accepter et dépasser l'échec en entreprise. La première intervention va être celle d'un spécialiste de la stratégie, c'est Frédéric Fréry, il est professeur à l'ESCP, co-auteur d'un livre qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être lu, qui s'appelle Stratégique, c'est un manuel de stratégie que je vous recommande. Il est également professeur à Centrale Paris, je crois vous aussi, et il intervient auprès de l'Association du progrès du management. Vous allez essayer de répondre à une question. Et vous allez nous parler justement du management par l'échec. Et on va se poser la question, est-ce que c'est une clé de succès? Allez-y Frédéric, merci bienvenue. Merci. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'entreprise. Et je ne vais pas tellement vous parler d'échec en fait, je vais plutôt parler du problème du succès. Alors, je ne vous cacherai pas que l'échec stratégique, ce n'est pas une bonne nouvelle. Demandez aux actionnaires de Lehman Brothers ou de Enron, c'est très mauvais. Mais le succès stratégique, paradoxalement, ça peut aussi être un problème. Normalement, la stratégie, ça vous apprend à concevoir la stratégie la plus gagnante possible, celle qui donne un avantage concurrentiel, vous savez, décisif, durable, défendable. Ça se mesure par le fait que vous êtes essentiellement plus rentable que vos concurrents. Mais a priori, donc, toute stratégie devrait mener vers le succès. Or, on s'est rendu compte, en regardant beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, que le succès peut découler vers l'échec et vers un échec qui sera vraiment terrible. Pour comprendre ça, je vous propose de regarder un exemple en fait, qui est très simple, c'est ce petit tableau. Alors ce petit tableau, il a l'air de rien comme ça, mais moi je trouve qu'on devrait rendre obligatoire le fait qu'il soit affiché dans toutes les salles de comité de direction du monde. Parce que quand on le regarde en détail, il est absolument terrifiant ce petit tableau. Alors ce qu'on a là, c'est la succession des différentes générations de semi-conducteurs qui existent depuis qu'il y en a, depuis les années 40. Et pour chacune de ces générations de semi-conducteurs, vous avez la liste des 10 leaders mondiaux dans l'industrie. Alors par exemple, en 1945, la toute première génération, le premier c'était RCA, le deuxième c'était Sylvania, le troisième c'était GE, etc., etc. Et qu'est-ce que vous constatez en regardant ce tableau? Eh bien, vous constatez qu'il n'en reste plus un seul, mais plus un seul de la génération du départ. Et vous constatez qu'à l'exception remarquable de Texas Instruments, qui a réussi 2 fois à maintenir sa position de leader, puis une fois deuxième, puis une fois septième, enfin en fait maintenant ils sont très très loin dans le classement, personne n'a jamais réussi à maintenir une position de succès dans cette industrie-là. Et là, on est bien d'accord, je vous parle des leaders mondiaux, c'est-à-dire des gens qui avaient en théorie stratégique, tout ce qu'il faut. Ils avaient les meilleures ressources et compétences, ils avaient les meilleures technologies, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs vendeurs. Ils étaient respectés par leurs concurrents, ils étaient admirés par leurs clients. Et pourtant, à chaque fois que la technologie a changé, ils ont disparu. Et on essaie de comprendre d'où ça vient, ce phénomène. C'est-à-dire comment, alors qu'on a le succès le plus extraordinaire, eh bien, on peut avoir l'échec le plus lamentable. Alors, il y a un livre qui a été écrit là-dessus et qui permet de le comprendre un petit peu mieux et que je vous recommande très vivement, et qui parle du paradoxe d'Icare. Alors ce livre, il a été écrit par un chercheur canadien qui s'appelle Danny Miller, et il utilise évidemment le célèbre mythe d'Icare. Alors je vous rappelle que Icare était prisonnier dans le labyrinthe en Crète par le roi Minos, il allait se faire dévorer par le Minotaure, et donc ce qu'il a trouvé comme solution, vous le savez, c'est de coller des plumes avec de la cire sur ses bras, puis après il a battu des bras, alors certainement très très vite et très très fort, et ça lui a permis de s'envoler. Et une fois qu'il a volé, Icare, il a fait le malin. C'est-à-dire que voyant qu'il arrivait à voler, il s'est rapproché trop près du soleil. Et se rapprochant trop près du soleil, ça a fait fondre la cire et Icare est mort. Alors l'idée, a priori, ce serait que quand vous avez du succès, vous devenez arrogant, vous devenez complaisant, vous devenez orgueilleux, vous vous méfiez plus. Et la règle qu'on sort en général, c'est, l'idée bien évidemment, c'est que le succès aveugle. En fait, la logique est beaucoup plus perverse que ça. Le phénomène est beaucoup plus retors que ça. Ce qui se passe véritablement dans une entreprise, c'est pas tant que le succès aveugle. Je vais d'ailleurs pas tellement vous parler de psychologie, en fait. Je crois que le vrai problème, en fait, c'est que le succès assèche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez trouvé une recette qui marche, et si vous avez une stratégie gagnante, l'ensemble de l'environnement qui est autour de vous vous envoie le signal que c'est exactement ça qu'il faut faire. Tous les signaux sont au vert, et vous allez commencer à vous spécialiser dans la recette qui marche. Or, en management d'innovation, il y a une règle qui marche assez bien et qu'on peut constater à de nombreuses reprises, c'est que le pire ennemi de l'innovation, c'est la spécialisation. L'innovation, ça vient toujours de l'hybridation, ça vient des intersections, ça vient de la marge, ça vient jamais du cœur, ça vient des mélanges. Et la spécialisation, donc, c'est mauvais pour l'innovation. Or, quel est le principal moteur de l'innovation? Le succès.
Ah oui, on se spécialise rarement dans l'échec. Hein. Quand on fait quelque chose qui ne marche pas, on essaye autre chose, bien évidemment. En revanche, quand on a trouvé une recette qui marche, qu'est-ce qu'on fait? On la répète, on la répète, on la répète, on la répète. Et on devient le grand spécialiste de la recette qui marche. Et à partir de là, bien, toutes les ressources, toutes les compétences, tous les savoir-faire, toutes les technologies qui ne servent pas à cette recette qui marche, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en débarrasse progressivement parce qu'elles deviennent de moins en moins importantes. Et on devient une sorte d'athlète hyper entraîné pour la solution qui marche. Et on creuse son sillon comme ça en tant le grand spécialiste de la recette qui marche. Et puis un jour, l'environnement change. Forcément, il y a une innovation technologique, une innovation réglementaire, une innovation concurrentielle. Et on continue à être le grand spécialiste, mais cette fois-ci, de la recette qui ne marche plus. Et ce sillon devient petit à petit une ornière, et puis petit à petit une tombe. En fait, le gros problème du paradoxe d'Icare, c'est que les entreprises ont tendance, du fait de leur succès, à devenir leur propre caricature et à assécher totalement leur capacité d'apprentissage et d'innovation. Alors, pour vous donner quelques exemples extrêmement célèbres, évidemment, voilà un petit florilège. Alors, BlackBerry, évidemment, division de la valeur de l'entreprise par 20 sur les 5 dernières années. Nokia, c'est pas mal non plus. Nokia, c'était la plus grosse valorisation boursière du continent européen en 2000, 200 milliards d'euros. Et je vous rappelle qu'ils ont été rachetés par Microsoft pour 7 milliards, et Microsoft les a soldés 18 mois après pour moins d'1 milliard. Courtepaille est un exemple très intéressant. Vous savez certainement que le gros problème lorsque vous êtes un restaurant de bord de national, c'est que votre client se déplace à 90 km/h et donc il faut être visible de loin parce que sinon il n'a pas le temps de s'arrêter avant d'avoir vu le restaurant. Et eux, ils ont trouvé une solution très intelligente à ça, c'est ce toit pointu en chaume qui fait qu'ils sont visibles de très loin. Très fiers de ça, ça a fait leur succès, ils l'ont même mis sur leur logo. Ils ont couvert la carte de France avec des restaurants Courtepaille. Le problème, c'est qu'il y a un bug dans cette logique-là. C'est que d'un simple point de vue d'architecture, quand vous augmentez la taille d'un objet, sa surface croît au carré et son volume croît au cube. Et donc, si vous augmentez la taille d'un restaurant Courtepaille, au-dessus, vous avez une cathédrale. Et donc, ça les a obligés à faire des tout petits restaurants. Et ils ont couvert la carte de France avec des petits restaurants. Mais ça a été la limite de leur croissance, parce que lorsqu'un concurrent est arrivé, en l'occurrence, c'était évidemment Buffalo Grill, avec une architecture qui, elle, était le parallélépipède rectangle, ils ont pu mettre à peu près 3 ou 4 restaurants, là où Courtepaille ne pouvait en mettre qu'un seul. Et ce qui a fait le succès de Courtepaille a fini par faire son échec. La Wii, chez Nintendo, a également été un gros problème du fait de son succès. Ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 4, leur rentabilité par 8. Ils ont eu un succès absolument extraordinaire avec ce produit-là, tant et si bien que la génération qui a suivi, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui pouvait être aussi bien que ça, et c'était forcément moins bien, et ils ont été dans une situation qui était vraiment très compliquée pour eux. Volkswagen, alors il en arrive plein chez Volkswagen. Volkswagen, historiquement, ils ont eu un très très gros problème quand même, qui a été la coccinelle, je vous rappelle, qui est le plus grand succès de l'histoire de l'automobile. Et ils étaient convaincus d'avoir trouvé la solution définitive, parce que justement, c'était le plus grand succès de toute l'histoire de l'automobile. 24 millions d'exemplaires vendus. Je ne sais pas si vous voyez combien il y a de voitures en France qui circulent, mais c'est à peu près 30 millions. Et donc 24 millions de coccinelles, ça fait un peu comme si toutes les voitures que vous voyez tous les jours depuis que vous êtes né, c'est la même. Ça fait beaucoup de coccinelles quand même. Et la logique de mettre le moteur à l'arrière et refroidi par air, comme ça, était pour eux la solution définitive. Et ils ont, au bout d'un moment, fait le coup de trop, qui était carrément, ils faisaient des breaks comme ça. Et vous remarquerez qu'un break avec le moteur à l'arrière refroidi par air, c'est évidemment complètement idiot comme idée, parce que quand vous arrivez à charger quelque chose, c'est au-dessus du moteur, ça chauffe et ça vibre. Et donc évidemment, il fallait arrêter cette bonne idée-là. Mais quand vous êtes convaincu que vous avez trouvé le succès, vous n'arrêtez pas cette bonne idée. En ce moment, il faut regarder de près ce qui se passe chez Auchan. Le grand succès de Auchan a été construit sur le grand hyper, et ils sont extrêmement fiers de ça, et le fondateur, je pense, refusera qu'on change cette idée-là. Or, vous avez vu, les parts de marché d'Auchan s'effritent, la rentabilité d'Auchan en France est négative maintenant, ça va vraiment pas bien, et donc il serait temps qu'ils se posent la question véritablement, est-ce que ce qui les a portés au succès n'est pas en train de les empêcher en fait de faire autre chose? Donc il y a plein d'exemples comme ça d'entreprises qui ont eu un succès extraordinaire et ce succès a asséché leur portefeuille de ressources et de compétences et les a petit à petit amenés à l'échec parce qu'ils étaient devenus les grands spécialistes d'une chose qui n'était plus intéressante. Alors est-ce qu'on peut essayer d'échapper à ça? C'est quand même ça le point intéressant. Est-ce qu'on peut essayer d'échapper à ce syndrome de succès, à ce paradoxe d'Icare? Je voudrais vous proposer 3 solutions possibles. La première, ça va consister à, dans tous les cas, dans votre organisation, éviter que tout le monde pense qu'on a atteint le nirvana absolu et qu'il n'y a plus besoin de rien changer. Et pour ça, il faut absolument encourager la diversité. Et c'est absolument fondamental. Là encore, l'innovation vient nécessairement, une nouvelle fois, de l'hybridation, des mélanges, des intersections. Je sais qu'il y a des entreprises, peut-être il y en a dans cette salle, qui ont un profil à l'embauche lorsqu'elles recrutent du monde.
Personnellement, je trouve ça assez catastrophique. Parce que si vous avez un profil à l'embauche quand vous recrutez des collaborateurs, vous allez recruter par définition des gens qui sont un petit peu tous les mêmes. Et ça, c'est très très mauvais, évidemment, pour avoir des regards extérieurs sur ce qu'il convient de faire. Je ne vous cache pas que quand on va à la Défense, quelquefois, et qu'on se met à la sortie d'une tour, on a l'impression qu'on voit sortir 7, 8, 10 fois la même personne. Ils s'habillent même pareil, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire. Il y a une espèce de morphopsychologie. Moi, en première année, par exemple, à l'ESCP, je suis capable maintenant de repérer les étudiants de première année qui, en troisième année, se feront recruter par une grande marque de cosmétiques française, parce qu'ils le valent bien. Il y a une morphopsychologie, quoi. Ils recrutent toujours les mêmes. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux, parce que vous allez avoir une convergence d'opinion qui empêche complètement d'avoir du sang neuf. Et donc, ce que je conseillerais, je ne suis pas prof de ressources humaines, mais j'aurais tendance à vous le conseiller quand même, c'est d'avoir un profil à l'embauche. Ah ouais. Mais pour être sûr que de temps en temps, vous recrutez quelqu'un justement parce qu'il ne l'a pas. Parce que celui-là, il va apporter de la dissidence, celui-là va apporter du désordre, celui-là va apporter un point de vue différent par rapport aux autres. Alors attention, celui-là, il va souffrir terriblement. Tous les anticorps de la boîte seront là pour le détruire d'une manière ou d'une autre et essayer d'expliquer qu'il n'a pas le bon diplôme, il n'a pas la bonne certification, il n'a pas la bonne habitude, il n'a pas la bonne culture. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là, ce type-là? Et le travail de la direction générale, c'est d'arriver à le faire tenir. Et c'est pas simple. Mais s'il n'est pas là, ça va être un vrai problème. J'illustre ça avec 2 photos que j'aime beaucoup. Alors, je commence par cette photo-là. Je ne sais pas si vous voyez qui est ce monsieur qui respire la joie de vivre, l'enthousiasme et la créativité. Ce n'est pas un comptable, je précise. Ce monsieur, mine de rien, je suis sûr que si vous zoomez sur les livres derrière, ils sont par ordre alphabétique. Hein. Et il y a une injonction fabuleuse quand même au-dessus, pensez, je vous ordonne de penser, comme si on pouvait ordonner de penser. Ce monsieur, mine de rien, c'est un grand innovateur et un grand entrepreneur, c'est Thomas Watson, c'est le fondateur d'IBM. Et donc il a vraiment changé le monde, ce monsieur-là. Bon, avec son look. Maintenant, je vous propose une autre photo qui, elle, est absolument géniale, vous la connaissez forcément, c'est celle-là. Vous voyez qui c'est, cette bande de jeunes? Ouais, ça c'est l'équipe fondatrice de Microsoft à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en 1975. C'est eux qui ont fondé Microsoft. Alors Bill Gates, il est en bas à gauche, là. Hein, il a 17 ans. Il a enlevé les lunettes, parce qu'à 17 ans, on enlève les lunettes pour prendre la photo quand même. Hein. De l'autre côté, à droite, le barbu, c'est Paul Allen, dont le seul titre de gloire, c'est « Je suis le copain d'enfance de Bill Gates ». Et je vous rappelle que Paul Allen, après s'être battu avec Abramovich sur celui qui aurait le plus grand yacht du monde, et il a gagné, s'est acheté maintenant un sous-marin de croisière. Donc en gros, celui-là, il ne sait pas du tout quoi faire de son argent. Bon, la question est la suivante. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'une seconde, que le monsieur de gauche aurait pu recruter la bande de jeunes de droite. Ils n'auraient même pas passé les vigiles chez IBM. Eh bien ouais, mais ça c'est très embêtant, parce que ça aurait permis peut-être de mettre en cause la logique d'IBM qui était celle des gros systèmes, bien sûr. Alors au passage, ça marche dans l'autre sens. Est-ce que vous imaginez que la bande de jeunes de droite aurait pu recruter un monsieur comme celui de gauche? Ouais. Ah ouais, ça c'est un truc qui m'étonne toujours quand je visite des startups. Vous savez, les startups, hein, vous visitez, alors c'est des open space avec des poufs, des trottinettes et des tables de ping-pong, et des barbus, avec des bonnets. On voit jamais, en fait, on voit jamais des messieurs comme l'autre. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça veut dire que ces entreprises qui se présentent comme étant complètement libérées, organiques, etc., elles n'ont pas de diversité, en fait. Elles sont dans un conformisme qui est absolument effrayant. Tiens, j'aime bien la photo aussi de droite. J'aime bien la montrer à des banquiers, celle-là. Pour leur dire, tiens, est-ce que vous seriez prêt à prêter 1 000 € à cette bande de jeunes? Alors, en général, ils disent, non, ils vont le fumer, attends, Pourtant, je vous rappelle que tous ceux qui sont sur la photo de droite, tous font partie des 100 plus riches du monde aujourd'hui. Regardez-les chacun quand même, c'est étonnant. Hein. Ouais. Bon, enfin, ça c'est la première règle. Encourager la diversité. La deuxième règle est tout aussi précieuse. La deuxième règle, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Et ça là, elle est super compliquée. Ah bah oui, parce qu'une poule aux œufs d'or, c'est quelque chose qui vous apporte énormément de succès, d'argent, de réussite, etc. Et lorsque elle commence à vieillir, la poule aux œufs d'or, on se dit peut-être qu'il va falloir la remplacer par autre chose. Sauf que si c'est vraiment une poule aux œufs d'or, tout ce que vous allez essayer à côté sera moins bon. Et quand on va comparer, on va se dire non, il faut garder la poule aux œufs d'or parce que la nouvelle activité, elle est moins rentable. Et là, il y a un exemple qui s'impose. Il était au centre de mon slide précédent, mais j'en avais pas parlé pour le garder pour la bonne bouche. C'est évidemment Kodak.
hein. Le gros problème de Kodak, qui a été tué, comme vous le savez, par le numérique qu'il avait inventé, eh bien, c'est que l'argentique, le modèle qu'ils avaient avant, était trop rentable. Ça leur rapportait à peu près du 70% de marge brute. Le patron de Kodak, dans les années 70, a dit « Je ne connais rien de légal qui peut rapporter plus que le film ». C'est-à-dire qu'ils étaient dans les taux de marge de la cocaïne, mais légal. Et d'un seul coup, il y a un gars de chez Kodak, un type de chez Kodak, qui invente l'appareil photo numérique. Et l'appareil photo numérique, bon, pourquoi pas, faut voir, ça peut peut-être être intéressant. Ils étudient le truc et ils se rendent compte que la rentabilité qu'on peut dégager avec un appareil photo numérique, bah, elle n'est pas terrible, quoi. C'est pas mal, hein, c'est du 15% si on se débrouille très très bien, mais ce sera jamais du 70%. Et donc, parce qu'ils avaient la poule aux œufs d'or, bah, ils ont refusé de passer à la technologie qui finalement a fini par les tuer. En fait, Kodak, vous le savez, est mort riche. S'ils avaient voulu continuer à vivre, il aurait fallu qu'ils acceptent de vivre pauvres, quoi. Mais ça, c'est pas évident quand on a une poule aux œufs d'or. Alors, il y a quelques entreprises qui ont réussi ça. Il y en a une qui est absolument étonnante dans sa logique de massacre des poules aux œufs d'or, c'est Intel. Alors, regardez, parce que ça bouge. Fut un temps, Intel avait mis au point un processeur qui s'appelait le 486. Celui qui l'a remplacé s'appelait le Pentium. Au moment exact où les ventes de Pentium ont rejoint les ventes de 486, à ce moment précis, ils ont lancé le Pentium 2. Au moment exact où les ventes de Pentium 2 ont rattrapé les ventes de Pentium, à ce moment précis, ils ont lancé le Pentium 3. Dès que les ventes de Pentium 3 ont rattrapé les ventes de Pentium 2, ils ont lancé le Pentium 4. Et ainsi de suite. Donc vous voyez ce qui se passe? Pour ne pas s'endormir sur leur laurier, ils les brûlent. À chaque fois qu'un produit est le plus grand succès de l'histoire de l'entreprise, ils le tuent. Ah, évidemment, ça demande une culture un peu particulière. Hein. Ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on fait ça, mais en revanche, c'est totalement redoutable. Parce que même les concurrents se disent bah, on est en concurrence, mais eux-mêmes, ils sont en concurrence avec eux-mêmes. Quoi. Donc, comment on s'en sort quoi. Et il y a d'ailleurs un bouquin qui a été écrit par un des anciens CEO de Intel qui résume ça très très bien. Le titre du livre, vous le connaissez peut-être, c'est « Seuls les paranoïaques survivent ». Et je crois que c'est exactement ça l'idée. Bon, donc, brûler les lauriers, tuer les poules aux œufs d'or. Et puis, il y a une troisième règle, qui me paraît tout aussi importante, voire peut-être plus d'ailleurs. La troisième règle pour combattre le syndrome du succès, eh bien, ça va être de ne pas optimiser les processus. Alors je sais que quand je m'adresse à des comptables, c'est un peu bizarre. Alors, il y a pire, hein, des ingénieurs de production, là, ils quittent la salle, et puis, enfin bon. Mais n'optimisez pas vos processus. Non, il ne faut pas optimiser les processus. Parce que par définition, si vos processus sont optimisés, si vous avez mis des années à mettre en place un système parfaitement optimisé, bah, on n'y touche plus. C'est tellement précieux d'avoir réussi à mettre au point un truc qui est parfaitement optimisé. Et donc l'optimisation, c'est de l'inertie. Je dirais même l'optimisation, c'est la mort, en fait. Regardez un exemple. Ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est les gros mammifères laineux de la deuxième période glaciaire, fin du Quaternaire, il y a 40 000 ans. Lorsque la température moyenne dans le 6e arrondissement de Paris tous les jours était de moins 25 degrés, ces trucs-là, ils allaient bien. Ils avaient les poils qu'il faut, ils étaient parfaitement adaptés, ils étaient parfaitement optimisés pour le contexte dans lequel ils vivaient. Imaginez une seconde ce qu'était la vie de nos ancêtres à l'époque. Première mauvaise nouvelle, il fait moins 25 tous les jours. C'est pas terrible, ça. Hein. Deuxième mauvaise nouvelle, pour nourrir ta famille, il faut tuer un truc comme ça avec un bout de bois. Ouais, nos ancêtres, ils n'étaient pas du tout optimisés pour des conditions comme ça, les pauvres. Et donc, ils souffraient quand même pas mal. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, et ça arrive toujours, le contexte a changé. L'environnement a évolué, la température est remontée. Et tous ces organismes qui étaient parfaitement optimisés pour des conditions particulières de succès, ils ont tous disparu. L'être humain, il est encore là. Pourquoi? Parce qu'il a une caractéristique, l'être humain, c'est qu'il n'est pas optimisé du tout. Il est adaptable à peu près tout et n'importe quoi. Alors, ce n'est pas le seul, hein, il y a le rat aussi, mais il peut s'adapter à peu près tout et n'importe quoi. Eh bien, les organisations, c'est pareil. Si votre organisation est parfaitement optimisée pour des conditions concurrentielles particulières, elle est en grand danger. Et évidemment, plus elle est optimisée, plus elle a du succès, et donc plus elle a du succès, plus elle est en danger. Vous voyez le truc? C'est là que se pose véritablement le problème du syndrome du succès. Alors, tant que je suis dans les métaphores biologiques, je ne peux pas m'empêcher aussi de vous rappeler que votre cerveau, ou vous d'ailleurs, mais votre cerveau c'est particulièrement impressionnant, est une évolution significative par rapport à l'amibe. Ça, c'est une amibe. Et comment ça se fait que la nature, la vie, a pu évoluer de l'amibe à vous?
Eh bien parce que le système de reproduction, le système d'évolution, le système de mutation, en fait, il est imparfait. Il y a des erreurs dans notre système de reproduction, pas possible, en fait, de fabrication des gènes, et c'est ces erreurs qui font l'évolution et qui font les mutations. Si le système de reproduction des gènes de l'amibe avait été parfait, eh bien, nous, on n'aurait jamais existé, et l'évolution serait tout simplement impossible. Et en fait, c'est ça la leçon intéressante, c'est que l'évolution est permise par les erreurs. Elle n'est pas permise par la perfection, elle est permise par les trucs qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Eh bien, dans une organisation, il faut que ce soit pareil. D'où va venir véritablement le succès durable, ce sera de la possibilité, même à l'intérieur d'une stratégie extrêmement bien conçue, extrêmement réussie, de laisser une petite place à quoi? À la dissidence, à l'imperfection, à l'émergence, à la possibilité d'un échec. Et si vous ne laissez pas cette petite place-là, vous allez avoir ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un jeu de ressources et de compétences qui sera parfaitement asséché, qui sera parfaitement rigidifié, et au bout d'un moment, qui vous laissera au fond du sillon. Donc le succès, méfiez-vous-en. L'échec, oui, quand même, il ne faut pas non plus courir après. Tiens, d'ailleurs, en termes de management, simple règle de base, ne sanctionnez pas les échecs, parce que comme ça a été dit bien mieux que moi auparavant, l'échec est une possibilité d'apprendre, donc ne sanctionnez pas les échecs. Ce que vous devez sanctionner, bien évidemment, c'est le fait de ne pas essayer. De fait, il y a quelqu'un dont vous devez vous méfier dans vos collaborateurs. Toujours. C'est celui qui réussit tout ce qu'il fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, celui qui réussit tout ce qu'il fait? Bon, version déjà, a priori, on peut lui faire quand même cette hypothèse-là, c'est peut-être qu'il n'essaye pas assez. Bon, déjà, ça, il faut le sanctionner, parce que s'il n'essaye pas assez, il n'alimente pas, en fait, la base de ressources et de compétences de l'entreprise. Mais il y a une autre version qui est beaucoup plus probable. Celui qui réussit tout ce qu'il fait, c'est qu'il dissimule, consciemment ou pas, ses erreurs. Et vous observerez ça, vous le savez quand vous faites commissaire aux comptes, que c'est souvent ce qui se passe, et que ceux qui réussissent tout ce qu'ils font, en général, il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Voilà, je voulais simplement finir donc avec cette petite recommandation, c'est que si vous voulez avoir du succès durable, eh bien, il faut apprendre à avoir des succès qui sont assez limités sur le temps et des échecs grâce auxquels vous pourrez véritablement apprendre. Et je crois que l'intervenant suivant pourra continuer sur cette lancée-là. Je vous remercie beaucoup.